Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera consacrée à mes flops de l'année 2022. Cette vidéo est la première de ce que j'appellerais le bilan 2022, puisque durant un mois sur la chaîne, nous allons revenir sur l'année qui s'est écoulée et également voir ce que 2023 nous réserve en termes de cinéma. Ce que ça donne concrètement en termes de vidéos, cette semaine donc vous avez mes flops de l'année. La semaine prochaine, j'évoquerai mes rattrapages, ces longs métrages que je n'ai pas pu voir durant l'année, donc en 2022, faute de temps ou faute de fenêtre d'exploitation suffisante aussi. Puis nous évoquerons donc mes tops de l'année donc 2022 en lien directement avec cette vidéo. Et cette série se terminera par mes attentes pour 2023 où j'évoquerai les films qu'il me tarde de découvrir ainsi que quelques animés et quelques séries. Je tiens à faire un petit point avant de commencer, c'est que ces films, ils ne m'ont pas déçu. Ils ne m'ont pas déçu pour la simple et bonne raison que la déception inclut de l'attente. Ce qui n'était pas mon cas pour ces longs métrages, je n'en attendais aucun, hormis le tout premier film, en fait, enfin celui qui est à la tête du top, qui lui pour le coup était l'une de mes grosses attentes de l'année et pour lequel forcément j'ai été extrêmement déçue. Mais pour le reste, soit j'attendais rien en y allant, soit par exemple les critiques avaient balisé le terrain en disant oula attention ce film il est pas très très bon. Attendez-vous à ça, et d'ailleurs pour la plupart de ces films-là, ils sont qualifiés de mauvais par la critique. Il y a une sorte de consensus, on va dire, quand même, sur la qualité de ces longs métrages. À la 10e place, parlons d'un film sorti au mois de février, un long métrage adapté d'un jeu vidéo à succès dans lequel nous suivons les aventures du voleur Nathan Drake. Il s'agit de Uncharted. You are a collector. Well, I dabble. I don't dabble. My family has been looking for this fortune for a very long time. So much blood. I'm pretty sure he just threatened to kill me. Don't touch your ear like that. You look like an idiot. Uncharted nous présente le binôme composé donc de Nathan Drake, voleur chevronné, et Victor Sullivan, chasseur de trésors, qui vont s'en mettre en tête de trouver la fortune de Magellan. Quel plaisir de voir un film d'aventure. En tout cas, c'est ce que je pensais. C'est-à-dire qu'on nous a vendu, oui, un film d'aventure, sauf que c'est un film d'aventure qui est soumis au formatage classique des blockbusters. Il a un cahier des charges à respecter, il doit rentrer dans le moule, et donc on retrouve tous les clichés du genre. Donc vous savez, ces longues tirades philosophiques sur la vie et sur la mort et sur l'existence, en fait c'est des tirades qui sont creuses, qui n'ont rien à raconter. On a un humour forcé aussi qui est forcé dans des situations qu'on impose à certains moments là où ça ne se prête absolument pas, sans oublier un grand retournement de situation supposé vous surprendre totalement là où en fait l'effet de surprise est inexistant. Disons que là où il y avait la possibilité d'en faire un film avec une véritable identité, on se retrouve avec un simple blockbuster hollywoodien. À la 9e place, on reste dans le film d'aventure et décidément, c'était compliqué cette année. Ce film-là est sorti au mois d'avril. Le casting s'annonçait prometteur, puisqu'on avait notamment Sandra Bullock, Channing Tatum ou bien encore Brad Pitt dans un rôle très secondaire, on le voit très très peu à l'écran. Pourtant, le film est loin d'être réussi. À la 9e place, on a donc Le Secret de la Cité perdue. Loretta Sage, getting you out of here. Why are you so handsome? My dad was a weatherman. Hey, whoa, she doesn't need saving in there. Okay. What are you doing in there? À la tête du film, on a un tandem composé de Loretta Sage, une romancière spécialisée dans les livres, mêlant à la fois romance et aventure dans des paysages exotiques. Et notre second membre de ce binôme, c'est le personnage de Channing Tatum, donc Dash, qui incarne, vous savez, le mannequin, qui est mannequin, et donc qui incarne le personnage masculin sur ses couvertures. Donc les deux collaborent étroitement, sauf qu'un jour, Loretta va se faire kidnapper par un milliardaire qui va lui demander où trouver le trésor que Loretta mentionne dans l'un de ses livres. Sauf que voilà, il s'agit de fiction, et donc Loretta va se retrouver emportée dans cette situation assez incongrue, on va lui demander de retrouver un trésor qu'elle a elle-même inventé. Bien décidé à prouver qu'il est à la hauteur du héros du roman qu'il incarne, Dash va se lancer à la rescousse de Loretta. Sur 1h50 de film, je ne retiens que 10 minutes. Et vous savez à quoi ça correspond ? Eh bien ça correspond aux 10 minutes d'apparition de Brad Pitt à l'écran. Donc Brad Pitt qui joue une sorte de coach sportif, à la fois très friand de développement personnel, et c'est vrai qu'avec ses cheveux longs, gras, c'est pour moi le meilleur atout du film en fait, parce que il n'y a pas grand chose en fait à retenir de l'histoire, c'est-à-dire que vous lisez le scénario, je viens de vous lire d'ailleurs le synopsis,
et ben vous avez tout le film. Parce que ne faites pas semblant, vous savez pertinemment ce qui va se passer après. À l'instar d'Uncharted, en fait, ça répond à tout ce que Hollywood demande d'un blockbuster, à ceci près qu'il a beaucoup moins marché qu'Uncharted. De plus, on a une écriture pataude des personnages, tous ces personnages qui sont lourds, qui sont définis par des stéréotypes, et donc même le développement, donc la relation, hein, on le sait dès le résumé, donc on sait que voilà, il va y avoir une relation entre les deux. Ce lien qui va se tisser, on va dire, il est fait avec de gros sabots, et donc il n'y a aucun naturel, vous savez, qui se fait dans cette relation. On s'attend à ce que les choses arrivent, et donc le film avance, et vous vous retrouvez avec un enchaînement de scénettes on ne peut plus prévisible. L'humour aussi qui est prévisible, c'est-à-dire que ça m'arrive pas souvent, mais j'étais devant le film, et pour passer le temps, j'essayais d'imaginer la plaisanterie qui allait être sortie ensuite, et il s'avère que souvent, je tombais juste, parce que c'est de l'humour en fait qui est extrêmement attendu, et ouais, souvent il ne marche pas d'ailleurs, ce qui est un peu embêtant pour un film qui prétend être une comédie d'aventure. À la 8ème place, on va parler d'un film français, tout de même, sorti au mois de février. D'ailleurs, vous allez voir, beaucoup de films sont sortis au mois de février. C'est vrai que j'ai été regarder l'autre jour mon bilan de février pour prendre quelques notes, on va dire, sur ces longs métrages-là. Et j'étais très surprise du nombre de films mauvais que j'ai vus, sachant que j'en ai pas mis certains, hein. J'ai pas tout pris, parce que sinon on ne s'en sortait pas, je me suis limitée à 10. Mais bref, celui-là donc est sorti également au mois de février. Il s'agit du nouveau film de Jean-Pierre Jeunet, Big Bug. On va bien s'amuser ensemble. Ce qui se passe entre nous est... Pour une Réinitialisation, tapez 1. Pour une réclamation, tapez 2. L'histoire prend place en 2045, à l'heure où les intelligences artificielles et les androïdes sont partout. Ce sont des robots domestiques, des robots sexuels, bref, tout le monde est doté de robots chez soi. On va suivre une brochette de protagonistes qui va se retrouver enfermée dans une seule et même maison, puisque les Ionix, des robots dernier cri, vont décider de commettre un coup d'état et de prendre le pouvoir. Il y a un point quand même que j'apprécie dans Big Bug, et je suis pas là pour taper sur les films honnêtement, s'il y a des qualités je pense qu'il faut les donner, c'est son univers rétro-futuriste. Jean-Pierre Jeunet, il vient puiser dans l'imaginaire du siècle dernier, c'est-à-dire que le sujet de l'être de synthèse, c'est pas nouveau. Le fait qu'un être de synthèse puisse avoir des sentiments, ça a été abordé par Asimov notamment, donc c'est pas nouveau. Voilà, il a rien inventé. Même si on a un univers qui se veut futuriste, et ben il n'empêche qu'on reste dans ces décors qui datent beaucoup plus. Et c'est vrai que ça a son charme. Le discours de Jean-Pierre Jeunet lui-même vient du passé. Le message du film est que la technologie, c'est mal. Et c'est tout. Le message du film s'arrête à là. On ne va pas plus loin. Et j'ai regardé des interviews en espérant que ça ne s'arrête pas là, en espérant qu'il y ait peut-être plus. Sauf que non, visiblement, en fait, la seule volonté de Jeunet, c'est de dire que oh là là, la technologie quand même, c'est pas bien. Oh là là, les robots, ils vont nous détruire. Ce qui fait que c'est une pensée arriérée, clairement. Donc on a cet enchaînement, en fait, de scénettes. Et elles sont donc séparées entre elles avec une sorte de fondu un peu étrange, un fondu en cercle, à la manière des sitcoms. Sauf que la sitcom, eh bien le but c'est d'être drôle et d'être rythmé, là où le film n'est ni rythmé ni drôle. Donc on a cet enchaînement de scènes qui ne sont pas drôles, qui sont parfois trop longues, qui sont parfois trop courtes, et donc on passe 1h50 à regarder ce film en se demandant quand ça va se terminer. Parce que ça tire en longueur. L'histoire aurait clairement pu être raccourcie de 20 minutes pour donner quelque chose de bien plus dynamique. Sans oublier les acteurs qui sont mal dirigés, qui donc jouent de manière plutôt fausse, et qui en plus ne sont pas aidés par l'écriture de personnages qui sont stéréotypés. Donc on a la secrétaire qui est stupide, on a l'ado rebelle, bref, une brochette de personnages qui correspond, un peu comme les films précédents d'ailleurs, à des stéréotypes. À la 7ème place, c'est un film Pixar, l'un des premiers films Pixar qui sort depuis un bon bout de temps, puisque les derniers Pixar étaient sortis sur Disney+. Un film qui en soi n'avait même pas intérêt à exister, étant donné que c'est un film que personne n'avait demandé, dont personne n'avait envie, et qui franchement voilà, aurait pu être dispensable. Il s'agit du film consacré à Buzz éclair, Buzz Lightyear. Buzz Lightyear to Star Command. Coming Star Command. Why don't they answer? Hey, hey! Shh. The what? What is happening right now?
Alicia? Oh no, that's my grandmother. But, Socks, how long were we gone? Meow, 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 meow. 62 years, 7 months, and 5 days. What? Vous connaissez Toy Story. Dans Toy Story, l'un des jouets, c'est Buzz l'éclair. Et ce Buzz l'éclair est inspiré du célèbre Ranger de l'espace, donc portant le même nom, Buzz l'éclair. Ce film a vocation à nous raconter l'histoire du réel Buzz l'éclair, donc du célèbre astronaute, sauf que cette histoire donc prend place alors que Buzz l'éclair est un astronaute extrêmement connu qui va s'échouer sur une planète mystérieuse et être contraint d'essayer en fait de s'en sortir par ses propres moyens. Vous l'avez compris au synopsis, on reste bloqué sur une seule planète. Ce qui est assez décevant pour un personnage dont la devise est vers l'infini et au-delà. Vous voyez où je veux en venir, lorsqu'on nous parle d'un film Buzz l'éclair, on s'attend à voir d'immenses aventures spatiales. On s'attend à visiter des planètes, à découvrir des civilisations, on s'attend à la découverte en fait. Là où le film en réalité se concentre uniquement sur le développement psychologique de Buzz, sauf que même ce développement n'est pas réussi. On a un développement que je qualifierais de circulaire. On démarre avec un Ranger qui est imbu de lui-même, il va perdre confiance, il va rencontrer des personnes et apprendre à déléguer, et puis là finalement il va retrouver conscience et redevenir célèbre. Alors globalement le développement n'a pas changé, si ce n'est que peut-être il sait mieux déléguer, il sait faire confiance aux autres, mais c'est tout. À la 6e place, un film d'action sorti au mois de janvier, 355. For different intelligence agencies. American, British, German, Colombian, Chinese. But now we have a common enemy. So we need to join forces. Une arme technologique capable de prendre le contrôle des systèmes informatiques tombe entre de mauvaises mains. Dès lors, plusieurs agentes secrètes venues du monde entier vont devoir coopérer ensemble pour arrêter cette menace. Nous avons donc 5 héroïnes. 5 héroïnes, c'est ambitieux. C'est ambitieux parce qu'en l'espace de 2 heures, il faut raconter 5 histoires en parallèle d'une intrigue donc principale, faire en sorte que les personnages évoluent entre le début et la fin du film, tout en faisant en sorte que c'est quand même un temps d'écran équitable. Donc avoir autant de personnages dans un film, en guise de rôles principaux, je veux dire, parce qu'il n'y a pas une héroïne qui se démarque plus que les autres, elles sont vraiment supposées être toutes sur un même pied d'égalité en termes de narration. Et donc ça fait qu'on se retrouve avec des histoires qui sont peu étayées, peu intéressantes, et puis ça pose problème aussi dans les scènes d'action, puisqu'il y a tellement de personnages qu'on n'arrive pas à les situer. Alors, c'est pas uniquement la faute des personnages, mais parfois, quand on regarde la scène, c'est un peu compliqué de savoir où elles se positionnent les unes par rapport aux autres. Mais le réel problème, en plus de ça, dans les scènes d'action, c'est que Simon Kinberg ne sait pas tenir une caméra. Déjà, la caméra tremble tout le temps, donc c'est assez fatigant en fait, c'est assez épuisant en tant que spectateur à regarder. Et en plus de ça, on a aussi des scènes qui sont illisibles. Donc on n'arrive pas, comme je disais, à voir ce qui se passe, on n'arrive pas à situer les héroïnes, donc pour un film d'action, c'est quelque peu embêtant. À la 5e place, on retourne sur le film sorti au mois de février. Je vous avais dit à quel point ce mois était décevant. Il s'agit de la suite des aventures du détective Hercule Poirot, héros créé par Agatha Christie et ici interprété par Kenneth Branagh. Je vais vous parler de Mort sur le Nil. Someone is dead. The crime is murder. Dans ce film, Hercule Poirot enquête sur la mort mystérieuse d'une jeune mariée et riche héritière, par ailleurs, lors d'une croisière sur le Nil. Allez, Kenneth Branagh enfile le costume d'Hercule Poirot pour un 2e opus. Un 3e, visiblement, est en cours de préparation. Il devrait se dérouler à Venise. Mort sur le Nil, c'est un film qui a essuyé de nombreux reports. Il devait sortir en 2019. Il a été décalé à cause de problèmes de tournage. Puis il y a eu la Covid, et puis il y a eu le scandale entourant Armie Hammer. Kenneth Branagh, c'est quelqu'un qui est capable de réunir un casting impressionnant. Vraiment, on est sur un casting 4 étoiles, sauf qu'il ne laisse pas la place à ses personnages. En fait, Kenneth Branagh, lorsqu'il réalise ses films, parce que donc, non seulement Kenneth Branagh joue Hercule Poirot, mais comme je disais, il dirige également ses longs métrages, et on sent son amour pour le personnage d'Hercule Poirot, ça c'est certain. Il aime ses personnages, il a envie de raconter son histoire, sauf que la place que prend le personnage d'Hercule Poirot dans les films est bien trop importante par rapport au reste. En témoigne la scène d'introduction où on retrouve Hercule Poirot dans ses jeunes années sur un champ de bataille. C'est une scène avec une réalisation léchée et qui est sans aucun doute la scène la plus aboutie du film.
là où le reste tombe dans une réalisation beaucoup plus plate. Sauf que nous, on est là pour voir un mystère à résoudre, et non pour suivre l'histoire d'Hercule Poirot. De plus, l'équipe n'a pas pu tourner en Égypte, alors là pour le coup ça ne résulte pas de leur faute, mais ils ont tourné en Angleterre, dans des studios, et ça ne justifie pas le fait que les fonds verts soient aussi apparents. On voit clairement que ce sont des images qui sont rajoutées derrière, et donc jamais on ne croit en fait à ces paysages d'Égypte dont on nous vante la beauté. À la 4e place, on va parler d'un film sorti au mois de mars, qui s'inscrit donc dans l'univers Sony Pictures, un film de super-héros. C'est Morbius, avec à sa tête Jared Leto. I went from dying to being more alive than ever. It worked. Not exactly. I have increased strength and speed, and some form of bat radar. Notre personnage principal, c'est le docteur Michael Morbius, atteint d'une pathologie grave, une maladie rare sanguine, et bien décidé en fait à trouver une solution, il va s'implanter un remède. Sauf que ce remède va faire de lui un vampire. Morbius est un film qui s'inscrit dans la même continuité que le film Venom, puisque tous les deux donc, font partie de l'univers cinématographique Sony, un univers qui met en scène les Némésis de Spider-Man. Ce sont aussi des films qui souffrent des mêmes défauts, à commencer par la volonté de faire de l'horreur, là où le film est contraint par une classification tout public avec avertissement. Donc il y a beaucoup de censure, on voit très peu la violence à l'écran, ce qui est assez dommage pour un film qui se vante d'être aussi sombre. On a aussi cet humour qui apparaît comme forcé, on a un scénario prévisible à souhait, des effets spéciaux douteux également, ou bien encore l'usage abusif des ralentis. À la 3e place, et on repart sur le mois de février, promis c'est le dernier film sorti ce mois-là, il s'agit d'un long métrage de science-fiction, le nouveau Roland Emmerich, Moonfall. Are we dead? No, we are just inside the moon. That might be the greatest sentence anyone's ever said. Je voulais le résumer parce que c'est tellement ridicule que j'aurais du mal à vous le faire sérieusement en improvisation. Une mystérieuse force a propulsé la Lune hors de son orbite et la précipite vers la Terre. L'impact aura lieu dans quelques semaines, impliquant l'anéantissement de toute vie sur notre planète. 2 astronautes de la NASA et un théoricien du complot unissent leurs forces pour tenter une mission impossible dans l'espace. Et découvrir que notre Lune n'est pas celle que nous croyons. Et ouais, vous y avez pensé? Bah moi non plus, honnêtement, j'aurais jamais pensé à un scénario aussi absurde. Et il y a plusieurs problèmes qui vont se poser avec ce long métrage. Déjà le fait que Roland Emmerich, il a une volonté de précipiter son action. Faire en sorte que ces scènes arrivent le plus rapidement possible. Sauf qu'il ne va pas prendre le temps de nous présenter le contexte, de nous poser les enjeux. Et donc on a une mise en contexte qui est brouillonne. D'entrée de jeu en fait, le spectateur il est confus. D'entrée de jeu, le spectateur il est déjà perdu, que ce soit en termes de personnages, en termes d'enjeux, en termes de contexte. Disons que tout est exposé si rapidement qu'on ne parvient jamais à rentrer dans le film, parce que on te balance des éléments comme ça en pleine figure, tu dois t'en imprégner en quelques minutes, et t'as pas le temps en fait tout simplement d'être immergé réellement dans ce qui se passe, et donc pendant 2 heures, tu restes à la surface. Tu vas regarder ce qui se passe, mais jamais tu ne te sentiras investi par l'histoire. C'est que c'est un film qui fait la part belle aux complotistes. Vous l'avez entendu dans le film, c'est un théoricien du complot qui va aider nos 2 astronautes à sauver la Terre. D'entrée de jeu, on nous les présente comme des personnes marginalisées, qui ont des idées un peu à part, qui se regroupent dans des réunions pour parler de leurs théories un peu farfelues sur la Terre. Notamment l'une d'elles, qui avance que une espèce alien vivrait au centre de la Lune. Et bah vous savez quoi? Ils ont raison. Il y a réellement dans le film une espèce alien qui vit au centre de la Lune. Les complotistes dans ce film, ce sont les lanceurs d'alerte, ce sont eux qui vont pointer du doigt un problème et qui vont être les premiers à dire « Vous voyez, il y a ça de grave qui est en train de se passer, mais vous ouvrez pas les yeux ». On ne va pas les croire en fait jusqu'au bout, jusqu'à ce que leur théorie soit approuvée. Et ouais, c'est un film qui va en fait venir leur donner raison. À la 2e place, non, vous savez quoi? Je vais pas vous dire quel film il s'agit, je pense que vous savez. Vous savez au fond de vous de quel film j'ai parlé. Alors avant de lancer la bande-annonce, je vais vous poser une simple question. Vous connaissez les Minimoys? Maman, je sais ce que je voudrais faire quand je serai plus grand. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux être un Minimoys. On a retrouvé la maison d'Arthur. Arthur Malédiction, sorti au mois de juin. C'était une évidence.
Vous y attendiez, moi aussi, honnêtement. Au moment où j'ai vu ce film, je savais qu'il aurait pu figurer à la première place. Si seulement je n'avais pas été aussi déçue par le film à la première, mais ce film, au vu de sa qualité, en fait, mérite largement la première place, puisque c'est un film qui, en soi, si ça avait été une parodie, il aurait pu fonctionner. Clairement, une parodie, ça aurait pu être drôle, façon nanar, sauf que c'est un nanar qui se prend trop au sérieux. Nous y suivons Alex, fan de la saga Arthur et les Minimoys, qui, pour son anniversaire, va être amené sur le lieu de tournage d'Arthur et les Minimoys par ses amis. Sauf que lorsqu'ils seront dans cette fameuse maison, eh bien, des choses étranges vont commencer à se passer. Avant de parler du film en lui-même, il convient de mentionner le postulat. Le postulat du film qui dit que Arthur et les Minimoys, c'est une saga culte. Ça ne l'est pas. Et ça prête à sourire. Ça prête à sourire parce qu'on part sur un film d'horreur sur Arthur et les Minimoys. Mais à quel moment en fait? À quel moment on peut se dire qu'Arthur et les Minimoys est une saga culte? Par exemple, on a ce personnage qui en fait va, pour son anniversaire, forcer ses copains, tous les ans, à regarder la trilogie. Ou bien encore, au moment où il va avoir sa première fois avec une fille, ou en tout cas qu'il y a une grosse tension sexuelle entre les deux, eh bien il va présenter à la fille sa collection de figurines Arthur et les Minimoys. Ça prête à sourire. Ça prête à sourire parce qu'on a du mal à se dire que, au premier degré, en fait, ça puisse exister. Ça vient prendre tous les stéréotypes du cinéma d'horreur et ça les jette dans un seul et même film en les extrapolant, en les rendant plus gros qu'ils ne le sont déjà. Je pense à l'arrivée des méchants, qui moi reste gravé dans ma tête depuis, l'heure d'une nuit d'été. Voilà, il fait très beau, alors il fait nuit évidemment, mais il est loin de pleuvoir. Et là d'un coup les méchants vont en sortir de la forêt, il y a seulement leur ombre qui se découpe, et bam, un éclair. Sauf que voilà, on est une nuit d'été, il fait extrêmement beau quelques minutes avant qu'ils sortent de la forêt, et c'est juste l'une des nombreuses scènes en fait qui me vient à l'esprit lorsque je pense à tous ces clichés d'horreur qui sont mis en avant dans Arthur Malédiction. Et en vrac, je peux aussi mentionner la mauvaise direction des acteurs, les dialogues écrits avec les pieds, je pense aussi aux personnages clichés, bref, il n'y a rien à sauver dans ce film. À la première place, ma plus grosse déception de l'année. Je la mets à cette place-là parce que j'aime cette saga de tout mon cœur. Voilà, c'est une saga doudou, c'est une saga que j'aime. Et autant vous dire que ça m'a blessée de voir un film qui respecte aussi peu l'univers de sa franchise que Jurassic World, le monde d'après. We're racing toward the extinction of our species. We not only lack dominion over nature, we're subordinate to it. Le film se déroule 4 années après la destruction d'Isla Nublar, donc l'île sur laquelle était installé le parc Jurassic World. Désormais, les dinosaures vivent en pleine nature et doivent cohabiter avec les humains, ou plutôt, il s'agit des humains qui doivent cohabiter avec les dinosaures. Et donc c'est un équilibre qui est fragile en fait et qui menace de changer l'humanité à tout jamais. Je vous ai parlé donc en intro de mon amour pour Jurassic Park et c'est vrai que ce film en fait c'est tout ce que je déteste dans les blockbusters contemporains. On a des personnages peu, voire pas développés. Ils n'évoluent pas du tout entre le début et la fin du film. Ils sont simplement là en fait pour accomplir des actions, pour faire avancer l'histoire, mais en termes de développement psychologique, il n'y a rien. L'action, parlons-en, il y en a beaucoup. Trop même. C'est un film dans lequel on ne se sent jamais investi en tant que spectateur puisqu'il n'y a pas d'enjeu émotionnel. Tout ça c'est dû à ce qu'on appelle la plot armor, donc l'armure scénaristique, qui consiste à la protection des personnages principaux. Dans le sens où les personnages principaux, ce sont eux qui portent l'histoire. En tout cas, dans ce genre de production hollywoodienne un peu plus classique, on tue très rarement ces personnages principaux. Et donc tout au long du film, on a nos personnages principaux qui se retrouvent dans des situations compliquées, dans des situations délicates, et on sait pertinemment qu'ils vont s'en sortir. Et peut-être que j'ai aussi grandi forcément depuis que j'ai découvert la saga Jurassic Park, et que forcément la magie, on va dire, c'est quelque peu envolée, voilà, que maintenant je suis bien plus dans l'analyse des films que je regarde, et donc la poudre aux yeux, on va dire, elle fait plus effet, que en voyant ces personnages dans des situations difficiles, j'ai plus peur pour eux, mais à l'inverse, je suis juste blasée parce que je sais pertinemment que, de toute manière, là elle est au bord de la mort, il y a plein de dinosaures sous elle, elle est suspendue à une branche, elle va peut-être mourir, mais en fait non, parce que c'est l'une des personnages principales, donc on sait que elle va s'en sortir. Et donc pendant 2h30, qui sont déjà bien trop longues, tu restes de marbre. Il y a un autre problème aussi qui se pose avec ce film, c'est que c'est du gâchis. L'idée de base, elle était exceptionnelle. On parle de dinosaures, des créatures terrifiantes qui sont laissées en pleine nature. À tout moment, l'homme peut se retrouver face à un dinosaure qui peut l'avaler, quoi. Et non,
Colin Trevorrow, donc qui réalise le film, échoue totalement à retranscrire cette peur-là. On a des dinosaures partout, on a ce risque-là qui est constant, et pourtant, toi, en tant que spectateur, à aucun moment, en fait, tu ne ressens cette tension-là. Les personnages eux-mêmes, d'ailleurs, ne semblent pas avoir peur. Et de plus, on a aussi donc le fait que les dinosaures soient en pleine nature, pourtant, la majeure partie de l'intrigue va se dérouler dans un sanctuaire. Dans un sanctuaire, donc entre quatre murs, on enfermait des dinosaures. De plus, il y a aussi une certaine flemme qui se dégage du film. Ça passe par l'introduction et la conclusion, puisque l'introduction, c'est un reportage de journal télévisé. C'est la technique de la flemme par excellence, puisque le film débute et vous balancez tout. Vous balancez vos enjeux, vous balancez vos personnages principaux, vous balancez la principale menace, tout ça dans un reportage télévisé. Et ça passe crème parce que en 2 minutes, tout vous exposez. T'expliques ce qui s'est passé précédemment, t'introduis tout ce que tu vas dire dans ta future histoire, et c'est bon. C'est bouclé, maintenant t'as plus qu'à raconter. Et puis avec cette forme-là, le travail il est pré-mâché. C'est presque prendre en fait son spectateur pour un idiot. Pour quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre les enjeux d'une histoire. Non, il faut lui expliquer tout dans un reportage télévisé. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les films que vous n'avez pas aimés cette année ou ceux qui vous ont déçus. Ça arrive et voilà, lorsqu'une année commence, de toute manière, on ne sait jamais à l'avance ce qui va être plaisant ou ce qui va être décevant. C'est toujours un peu le suspense. En tout cas, on se retrouve dans les prochaines semaines pour poursuivre ce bilan de l'année 2022, en espérant que cette série de vidéos vous plaise. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.